Il ne se passe guère un jour à Washington, D.C., sans légiférer au nom d'Israël. Depuis l'inauguration du dernier congrès, nous avons eu des projets de loi qui ont sanctionné la Cour pénale internationale au nom d'Israël, des décrets sur l'antisémitisme qui ont exhorté le département de la justice, le département de la sécurité intérieure et le département de l'éducation à expulser les étudiants étrangers critiques d'Israël et à poursuivre les militants pro-palestiniens en vertu des lois fédérales sur la conspiration. Nous avons suspendu l'aide étrangère pour tous les gouvernements, sauf pour Israël et l'Égypte, l'une des dictatures du Moyen-Orient que nous soudoyons pour réprimer la volonté populaire de leur peuple afin de s'assurer que cette région est plus sûre pour Israël. En même temps, les Américains sont assez sceptiques quant à l'armement et au financement de ce gouvernement étranger. Le dernier sondage Gallup, qui date de plus d'un an, montre que les Américains sont au mieux extrêmement divisés sur le soutien des États-Unis à Israël. Pourtant, Washington continue de marcher en harmonie bipartisane pour servir ce pays, même si des communautés américaines, comme celles de Caroline du Nord et de Californie, ont encore besoin de notre aide. La raison pour laquelle notre gouvernement a si souvent les priorités d'un pays étranger et de ses citoyens plutôt que les nôtres est due au lobby israélien, qui est le titre du livre de mon invité de 2007, qu'il a coécrit avec le professeur de l'Université de Chicago, John Mearsheimer. Je suis maintenant rejoint par le professeur de Harvard, Stephen Walt, qui, tout comme John Mearsheimer, a prédit de manière clairvoyante bon nombre de nos engagements en politique étrangère et leurs résultats échoués. Professeur Walt, c'est vraiment incroyable de pouvoir vous parler. Merci beaucoup de le faire. Ravi d'être avec vous aussi. Je voudrais d'abord vous interroger sur une idée fausse que les gens ont au sujet du lobby israélien, à savoir qu'il est représentatif et composé uniquement de personnes juives. Vous et le professeur Mearsheimer consacrez des pages à dissiper ce mythe et à décrire le réseau de juifs et de gentils qui travaillent sans relâche dans la capitale de notre nation pour garantir que notre soutien inconditionnel à Israël se poursuive. Surtout, après le 7 octobre, les Juifs américains sont plus divisés que jamais sur Israël, les jeunes générations étant plus susceptibles d'éprouver de l'empathie pour les Palestiniens que les générations plus âgées. Les manifestations sur les campus ont démontré ce fossé générationnel. Et beaucoup de ces campements sur les campus étaient dirigés par des groupes juifs, comme Jewish Voice for Peace. Pourtant, le lobby est à bien des égards à l'apogée de son pouvoir. Les partisans d'Israël et les ultra-sionistes occupent les plus hauts niveaux de pouvoir dans notre gouvernement, de l'ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, à l'ambassadeur en Israël David Friedman, en passant par l'influence personnelle de Miriam Adelson à la Maison-Blanche sous Donald Trump. Pouvez-vous simplement définir ce qu'est le lobby israélien en 2023 par rapport à 2007 et expliquer pourquoi, bien que la critique d'Israël n'ait jamais été aussi présente dans notre discours, notre gouvernement semble fournir un soutien record à ce gouvernement étranger? Je ne pense donc pas que la nature du lobby pro-israélien ait réellement changé depuis que nous avons écrit notre livre. Certaines de ces méthodes de fonctionnement sont devenues plus évidentes et plus apparentes, mais ces caractéristiques fondamentales ne sont pas vraiment différentes. Ce que nous avons souligné dans notre livre, et qui reste vrai aujourd'hui, c'est que le lobby n'est pas défini par la religion, ni par l'ethnicité, ou quoi que ce soit de ce genre. C'est pourquoi je pense qu'il est complètement faux et assez injuste de parler, par exemple, d'un lobby juif ou quelque chose de similaire. Il est défini par ses positions politiques, par les positions qu'il défend. Et la principale chose que tous les groupes que nous appellerions partis du lobby soutiennent,
c'est que les États-Unis aient une relation spéciale avec Israël, un soutien essentiellement inconditionnel, où peu importe ce qu'Israël fait, les États-Unis le soutiennent. C'est ce que des groupes comme l'AIPAC et d'autres groupes du lobby essayent de promouvoir. Et bien sûr, ce n'est pas seulement l'AIPAC. Il y a l'Organisation sioniste d'Amérique. Il y a les Chrétiens unis pour Israël, un groupe évangélique chrétien également. Et très important, et vous l'avez mentionné dans votre discours d'ouverture, de nombreux Juifs américains ne croient pas que nous devrions avoir une relation spéciale. Ils ne soutiennent pas ce qu'Israël fait. Ils n'aiment pas ce que les États-Unis ont fait, par exemple, lors de la guerre de Gaza. Dans ce sens, vous savez, ce n'est pas, encore une fois, une communauté juive monolithique. Quant à l'opinion publique américaine, c'est malheureusement une vieille histoire dans la politique américaine. Souvent, lorsque vous avez des groupes de lobbying bien organisés, ils parviennent à persuader les politiciens de suivre des politiques, d'adopter des politiques qui sont opposées par une majorité d'Américains. Regardez simplement l'impact de la NRA, l'influence que les grandes entreprises pharmaceutiques ont sur les soins de santé et les prix des médicaments, et des choses comme ça. C'est donc une histoire très familière dans la politique américaine. Cela se trouve être l'exemple le plus prononcé, je pense, en politique étrangère, où les États-Unis agissent constamment de manière nuisible à leurs intérêts et contraire à ce que la plupart des Américains voudraient normalement. Je voudrais vous interroger sur quelques cas spécifiques ou questions politiques où le lobby israélien a récemment travaillé. Évidemment, un argument principal pour continuer notre financement et soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, qui a émergé après le 11 septembre, était que les auteurs du 11 septembre faisaient partie d'un réseau plus large de terreur islamique menaçant à la fois les États-Unis et Israël. Par conséquent, les États-Unis devraient utiliser leur armée au nom d'Israël pour éliminer les ennemis d'Israël, qui, selon cette formulation, seraient supposément les nôtres. Vous et John Mearsheimer démontrez longuement dans The Israel Lobby pourquoi ce récit est de la pure propagande. D'une part, les États-Unis et Israël ne partagent pas une menace commune de terrorisme de la part du Hezbollah, du Hamas et d'Al-Qaïda, qui, selon cette formulation, auraient les mêmes objectifs et cibles. Au contraire, le soutien des États-Unis à Israël est souvent ce qui génère une grande partie du terrorisme en premier lieu, comme vous l'expliquez. Mais ce sont les arguments que les néoconservateurs présentent depuis des décennies pour essayer de convaincre les États-Unis de bombarder l'Iran, par exemple. Et ces efforts se sont intensifiés après le 7 octobre, lorsque des groupes qui s'alignent avec l'Iran, comme le Hezbollah, ont commencé à riposter contre l'assaut israélien sur Gaza. Et à mesure que ce conflit s'intensifiait, nous continuons d'entendre des néoconservateurs éminents, comme Bari Weiss, affirmer que les menaces auxquelles Israël est confronté sont les nôtres et que Joe Biden doit faire plus pour affronter l'Iran et même bombarder ce pays. Et maintenant, des efforts existent pour convaincre le président Trump de faire de même. Que pensez-vous de l'évolution de cette tactique de propagande que vous avez identifiée il y a des années? Et pensez-vous que les responsables actuels de la sécurité nationale sont aussi convaincus de cet argument aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque vous avez écrit le lobby israélien? Eh bien, je n'ai pas vu une énorme évolution dans la communauté de la sécurité nationale ici. Mais l'argument selon lequel nous sommes en quelque sorte partenaires contre le terrorisme, qui était la ligne de Benjamin Netanyahou juste après le 11 septembre, vous ne le voyez pas invoqué autant, parfois, mais pas autant qu'avant. Et vous savez, il y a deux choses à dire à ce sujet. Premièrement, après le 11 septembre, il était évident qu'il y avait un ensemble de groupes là-bas, c'était en fait évident auparavant, qui étaient très hostiles aux États-Unis
et prêts à attaquer les forces américaines dans la région, et prêts à attaquer directement les États-Unis. Et j'avais aucun problème avec le fait que les États-Unis s'en prennent à ces groupes après le 11 septembre. Lorsqu'on est attaqué, je pense qu'il est approprié de répondre. Mais en même temps, ce que nous avons ignoré, c'était bien pourquoi ces groupes sont-ils en colère contre les États-Unis? Qu'est-ce qui les motive également? Et vous avez entendu beaucoup de bêtises après le 11 septembre, disant qu'ils détestaient les valeurs américaines, qu'ils étaient fondamentalement hostiles aux États-Unis en tant que société. Ce qui bien sûr les dérangeait vraiment, c'était la politique adoptée par les États-Unis au Moyen-Orient. Oussama Ben Laden était très clair sur le fait qu'il avait de nombreuses objections à ce que faisaient les États-Unis. Mais l'une de ses principales objections était notre soutien inconditionnel à Israël, étant donné comment Israël traitait les Palestiniens. Donc, c'était une chose de dire que, d'accord, nous avons un problème ici. Mais résoudre ce problème impliquait deux choses. L'une d'elles était d'essayer de neutraliser les groupes qui attaquent les États-Unis. Et la deuxième aurait été d'essayer de s'assurer qu'ils ne se recréent pas, que les motivations qui poussent ces groupes à être anti-américains soient éliminées. Eh bien, nous avons fait la première partie, mais nous n'avons pas fait la deuxième partie, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pourquoi, en particulier quand on regarde la situation actuelle, nous faisons toujours face à des populations au Moyen-Orient qui ont une très mauvaise opinion des États-Unis et où nous risquons de voir une résurgence des mêmes forces anti-américaines. Pas parce qu'elles sont fondamentalement hostiles à ce que l'Amérique représente, ou, je pourrais ajouter, à ce que nous représentions autrefois, car ce n'est plus aussi clair, mais elles sont hostiles à ce que les États-Unis font dans la région. Je pense que c'est un point assez évident, mais ce n'est pas un point sur lequel les groupes du lobby aimeraient que les gens réfléchissent trop. Eh bien, c'est intéressant que vous mentionniez cela, parce qu'il y a évidemment le vieil adage, vous savez, ils nous détestent pour nos libertés. C'est ainsi qu'ils ont essayé de nous vendre la guerre contre le terrorisme. De la même manière, je pense qu'Israël essaye de vendre sa propre guerre contre le terrorisme, en disant « Oh, ils nous détestent parce que nous sommes juifs », et non à cause de l'occupation, que nous avons maintenue pendant des décennies. Je me demande, vous avez mentionné que nos actions au Moyen-Orient soutenant Israël et son occupation ont évidemment généré beaucoup de sentiments anti-américains et de nombreuses manières généré une partie du terrorisme auquel nous avons été confrontés sur notre propre sol, comme le 11 septembre ou l'attentat de 1993 contre le World Trade Center que vous décrivez dans le lobby pro-israélien. Je me demande si vous anticipez quelque chose qui viendra ou des répercussions contre les États-Unis pour tout notre soutien militaire à Israël au cours des 15 ou 16 derniers mois. Je pense que c'est à prévoir. Je veux dire, ce que les États-Unis ont fait depuis le 7 octobre est, à mon avis, inconcevable, où nous avons effectivement fourni un soutien militaire et une protection diplomatique pour ce qui est au minimum de graves crimes de guerre et au maximum une tentative de génocide. Et c'est vraiment choquant que les États-Unis aient fait cela. Cela a eu pour effet temporaire d'affaiblir sévèrement un certain nombre de groupes, comme le Hamas et le Hezbollah, et de mettre l'Iran dans une position beaucoup plus faible. Mais il m'est difficile de croire que cela ne va pas aussi inspirer le genre de groupe que dirigeait Oussama Ben Laden. En fin de compte, nous avons là un problème politique. Et on ne peut généralement pas résoudre les problèmes politiques simplement en larguant des bombes sur les gens. Le fait que les États-Unis, sous la présidence de Trump, commencent maintenant à parler de nettoyage ethnique à Gaza
Et le fait que nous fermions les yeux sur un nettoyage ethnique supplémentaire en Cisjordanie me semble inévitablement déclencher une réaction. Le problème est, je veux dire, qu'il y a un véritable problème politique, presque un problème stratégique ici, en ce sens qu'il y a un cercle vicieux qui se produit. Un groupe de personnes est opprimé, et il ne voit aucun moyen de parvenir à une sorte de résolution politique de ses griefs. Toutes les forces du monde sont contre eux. Et donc, certains d'entre eux, pas tous bien sûr, mais certains décident que la seule chose qu'ils peuvent faire est une forme de résistance violente. Et parfois, cela prend la forme de terrorisme, ce qui est, vous savez, profondément regrettable. Mais le point est que, une fois qu'ils font cela, cela devient bien sûr la justification. Vous savez, « Ah, nous ne pouvons pas traiter avec eux. Oh, ils sont violents. Oh, ils sont, vous savez, fondamentalement déraisonnables. Ils ne sont pas intéressés par la paix. Ils doivent juste être éradiqués. Oh, et pendant que nous faisons cela, nous pourrions devoir éradiquer ou nettoyer ou enlever tous les autres qui se trouvent être comme eux. » Et je pense que cela explique en grande partie la dynamique que nous observons au Moyen-Orient. Et les Américains, vous savez en partie parce qu'ils n'ont que rarement une image complète, très précisément présentée. Parce que le récit que vous avez décrit tend à dominer la façon dont cet ensemble de questions est couvert. Et parce que les États-Unis sont loin du Moyen-Orient, vous savez, nous ne comprenons pas vraiment, en tant que société, ce qui s'y passe. Et nous ne réalisons pas que ce sont les actions que nous soutenons qui créent le problème qui nous préoccupe. Et tant que nous continuerons à soutenir ces actions, nous continuerons à faire face à ce problème. D'accord. Et tant que nous disons « Oh, ils nous détestent naturellement et intrinsèquement à cause de qui nous sommes, parce que nous permettons aux femmes de porter des maillots de bain ou autre chose », cela nous permet de justifier de plus en plus de guerres. Et juste pour faire une pause un instant, c'est l'un des dilemmes ou énigmes les plus fondamentaux en politique internationale. L'incapacité ou le refus des gens de prendre du recul et de dire « Je n'aime pas ce que fait un autre groupe ou un pays. Est-il possible que je fasse quelque chose qui les pousse à agir de cette manière ?» Maintenant, cela peut ne pas être vrai. Ils peuvent avoir leurs propres raisons. Vous n'avez peut-être rien fait pour les provoquer. Mais on devrait au moins se poser la question, y a-t-il quelque chose que je fais qui pourrait causer ce mauvais comportement que je n'aime pas chez quelqu'un d'autre? C'est beaucoup plus facile de dire, oh, eh bien, ils sont juste comme ça. Ils sont juste comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Je suis la victime innocente ici, etc. Et l'une des choses les plus importantes que les gens doivent faire lorsqu'ils analysent la politique étrangère est au moins d'être prêts à dire « Eh bien, comment cela se présente-t-il? Comment cette question est-elle perçue de l'autre côté? » Je n'ai pas nécessairement à être d'accord avec eux, mais je devrais au moins essayer de comprendre comment cela leur apparaît. Et peut-être, juste peut-être, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire, sans aller jusqu'à les éliminer? Quelque chose que je pourrais faire qui résoudrait ce problème, qui ferait disparaître ce mauvais comportement auquel je m'oppose, ou du moins l'atténuerait. Et nous avons tendance à ne pas vouloir faire cela. C'est un peu trop difficile pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, ce n'est pas unique aux Américains. C'est un problème commun dans le monde entier. Il y a même une tendance à étiqueter tous nos adversaires ou à les comparer à Hitler ou aux pires fascistes du XXe siècle en disant qu'ils sont désagréables, qu'on ne peut pas négocier avec eux. Comme vous le soulignez, dans le lobby israélien, nous avons fait cela avec l'Union soviétique pendant de nombreuses années. Ce n'est pas seulement l'Iran et la Russie et tous ces autres pays. Maintenant que nous avons fait cela aussi, nous disons cela à propos de la Russie, de tous nos ennemis, depuis pratiquement toujours.
Cela peut être en train de changer maintenant, mais c'est une question distincte. D'accord. Je veux juste vous poser une question sur ce dont nous parlions, à savoir le plan Trump-Gaza. Je veux dire, ce qui est arrivé aux Palestiniens, en particulier aux Palestiniens de Gaza, est probablement le crime suprême du siècle. Au moins 50 000 ont été tués. Les estimations placent ce chiffre dans les 100 000, selon à qui vous demandez. Et attendez. Certaines estimations disent que c'est presque aussi élevé que 180 000 peut-être. Et tous ces décès sont dus à Israël et à ses armes fournies par les États-Unis. Trump, je suppose à son crédit, a finalement fait ce que l'administration de Joe Biden a refusé de faire et a exercé une certaine pression sur Israël pour accepter l'accord de cessez-le-feu de juin. Il a annoncé que les États-Unis prendraient le contrôle de Gaza, que d'autres pays paieraient pour sa reconstruction et que les Palestiniens de Gaza partiraient simplement. Ce n'est pas comme si Israël avait essayé de faire cela pendant 15 mois, sans aucune limite. Maintenant, ils vont simplement partir et ils ne seront pas autorisés à revenir non plus. C'est un nettoyage ethnique, et c'est aussi remarquablement similaire au plan antérieur proposé par l'administration Biden et le gouvernement israélien pour pousser les Palestiniens dans le Sinaï. En même temps, en Cisjordanie, des efforts sont en cours pour annexer formellement ce territoire, et le lobby israélien travaille dur aux États-Unis pour obtenir la reconnaissance par les États-Unis des territoires occupés comme faisant partie d'Israël. Les gouvernements arabes ont été catégoriques sur le fait qu'ils n'accepteront pas cela, que le faire aura des conséquences politiques et empêchera toute normalisation entre Israël et les gouvernements du Moyen-Orient. Comme vous le soulignez, le soutien du lobby israélien à Israël et sa politique obstinée de soumission des Palestiniens et de vol de leurs terres est souvent irrationnel et néfaste à la fois pour les États-Unis et même pour Israël lui-même. Que pensez-vous du plan Trump pour Gaza? Et quelle sera, selon vous, la réaction non seulement des gouvernements arabes, mais aussi des gouvernements arabes du Moyen-Orient, si les États-Unis continuent de soutenir les efforts d'Israël pour construire son propre domaine au Liban? Eh bien, je pense que le plan de Trump pour Gaza était ridicule. Et vous savez, c'était une sorte de chose typiquement trumpienne, vous savez, improvisée. Eh bien, réfléchissons à cela, genre de choses. Et bien sûr, comme vous le dites, il a été immédiatement rejeté par l'Égypte, rejeté par l'Arabie saoudite, rejeté par la Jordanie, rejeté par, vous savez, tous les gouvernements arabes également, et bien sûr, rejeté par les Gazaouis. Donc, et je pourrais ajouter, il avait une certaine qualité de conte de fées. Vous savez, les États-Unis allaient envoyer leurs troupes, et cela résoudrait le problème. Les États-Unis enverraient leurs troupes, et ces troupes combattraient immédiatement le Hamas, et des Américains seraient abattus et tués. Et nous aurions les mêmes problèmes à occuper Gaza qu'Israël a eu. Et pourquoi, vous savez, le Hamas a finalement, en quelque sorte, tenu tête à Israël, à Gaza également? Nous ferions face au même problème. Il n'y a rien de magique chez les forces américaines qui leur permettrait de réussir là où Israël a rencontré d'énormes difficultés. Donc le plan de Trump n'avait pas beaucoup de sens. Mais il a révélé une ouverture ou une volonté de contempler des solutions que les États-Unis n'avaient pas été prêts à exprimer de manière sérieuse auparavant. Et c'est que la solution à cela est simplement d'expulser les Palestiniens. Et ce que les gens doivent encore prendre du recul et réaliser, c'est que le problème fondamental ici est que vous avez un nombre à peu près égal de Juifs israéliens et d'Arabes palestiniens qui veulent occuper le même territoire. Environ 15 millions de personnes au total. Si l'on additionne les Arabes de Gaza, de la Cisjordanie, d'Israël proprement dit,
et la population juive. Et cet équilibre est à peu près de 50-50. Et ils ne s'accordent pas sur qui devrait avoir quelle partie. Et parce qu'Israël a été substantiellement plus fort depuis 1948, ils ont eu la part du lion du territoire. Et ils ont pu occuper la Cisjordanie en 1967 et l'ont lentement colonisée depuis, avec une grande partie du spectre politique israélien engagé dans cette idée d'un grand Israël qui devrait finalement leur appartenir. Je pense qu'ils sont moins intéressés par la possession de la bande de Gaza, bien qu'ils seraient parfaitement heureux de le faire s'ils le pouvaient. Et certainement, certains membres de la droite israélienne souhaitent y retourner et coloniser cela aussi. Et le problème avec cela, c'est que vous vous retrouvez face à deux problèmes. Si vous voulez créer un grand Israël, le fait est qu'environ la moitié des personnes dans ce grand Israël ne sont pas des Juifs israéliens. Vous devez donc soit gérer cela comme un système d'apartheid permanent, où ces personnes seront privées de droits politiques, et environ la moitié du pays gouvernera l'autre moitié de façon permanente, soit vous devez faire partir ces personnes. Et faire partir ces personnes si elles ne le veulent pas, parce qu'elles considèrent cela comme leur patrie. C'est là que leurs familles sont originaires, où elles peuvent retracer leur ascendance depuis des générations. Si elles ne veulent pas partir, alors vous devez les forcer à partir. Et c'est un nettoyage ethnique. C'est un crime contre l'humanité. Donc, vous avez soudainement des Américains qui commencent à dire « Eh bien oui, peut-être que ce serait la solution. » Encore une fois, personne ne veut vraiment le dire à haute voix. Personne ne veut dire « Eh bien, nous allons le soutenir, nous allons l'appuyer, nous fournirons les camions, etc. » Mais c'est un peu là où cela mène. Et d'ailleurs, cela a une autre conséquence. Cela a des effets non négligeables, probablement dangereusement déstabilisants, sur les pays où ils se rendent, que ce soit la Jordanie ou l'Égypte également. C'est pourquoi ces gouvernements ne veulent pas que cela se produise. Donc ce n'est pas seulement complètement injuste pour les Palestiniens, qui ont énormément souffert pendant des décennies, mais bien sûr, cela aura des conséquences pour d'autres. Cela aura également des conséquences pour la stabilité de certains gouvernements arabes, comme l'Arabie saoudite. C'est pourquoi les Saoudiens ne sont pas favorables à cela comme réponse. Et cela, malheureusement, nous ramène à la question, eh bien, quelle est la solution? Encore une fois, ce n'est pas une solution parfaite, mais la seule solution viable que quiconque ait jamais proposée est qu'il doit y avoir deux États. C'est ce que les Nations Unies ont initialement proposé en 1947. C'est ce que les États-Unis prétendent vouloir depuis des années. C'est ce que les Palestiniens ont dit vouloir, un État viable en Cisjordanie et à Gaza. Et c'est ce qu'Israël a refusé de leur accorder. Malheureusement, les États-Unis, tout en prétendant être un médiateur honnête ici, ont agi, selon les mots de l'ancien négociateur américain Aaron Miller, comme l'avocat d'Israël. Et nous n'avons jamais été disposés à exercer une pression significative sur Israël pour qu'il adopte réellement une solution à deux États. Bien au contraire. Sous l'administration Biden, nous avons activement collaboré à une attaque absolument brutale qui a éloigné encore plus la solution à deux États. Je devrais ajouter juste un autre point ici. Je pense qu'il est important de reconnaître que bien que les populations occupées aient le droit de résister, selon le droit de l'occupation belligérante dans le droit humanitaire international et les conventions de Genève, cela ne les autorise pas à commettre des crimes de guerre. Je crois que le Hamas a commis des crimes de guerre le 7 octobre et devrait être condamné pour cela. Il est remarquable que les dirigeants du Hamas aient été inculpés par la Cour pénale internationale, comme je pense qu'ils auraient dû l'être. Et je crois qu'Israël était dans son droit de répondre à cela. Israël n'était pas dans son droit de, bien sûr, défier le droit international et de commettre ses propres crimes de guerre
et de mener des attaques disproportionnées contre des civils, de refuser l'aide humanitaire et toutes les autres choses que nous avons vues auparavant. Tandis que des politiciens israéliens parlaient en termes très génocidaires d'éliminer les Palestiniens. Mais nous ne devrions pas dire que ce sont entièrement, vous savez, des mauvaises choses faites uniquement par un côté. Des mauvaises choses ont été faites par les deux côtés. Et les États-Unis, malheureusement, ont favorisé l'un de ces côtés de manière inconditionnelle et ont fait relativement peu pour aider l'autre. Je veux donc revenir à ce dont nous parlions un peu plus tôt concernant l'Iran. Rien n'a vraiment renforcé l'Iran et donné plus de pouvoir à ses partisans de la ligne dure en politique étrangère que le soutien des États-Unis à Israël et les actions militaires en son nom au Moyen-Orient. Vous avez expliqué que depuis les années 1990, les États-Unis ont suivi une stratégie contre-productive envers l'Iran, et qu'en raison de notre soutien à l'occupation israélienne des Palestiniens, nous aliénons des pays du Moyen-Orient qui, autrement, collaboreraient avec nous pour des intérêts communs. L'invasion de l'Irak par les États-Unis a été un autre événement clé qui a contribué à renforcer l'Iran, ce qui, à bien des égards, a été fait sous l'impulsion de personnes comme Benjamin Netanyahu, qui est venu aux États-Unis pour plaider en faveur de cette guerre. Même la menace supposée que l'Iran pose au Moyen-Orient, à bien des égards, découle de son désir de dissuasion contre un Israël de plus en plus agressif, qui envahit actuellement et a bombardé la plupart de ses voisins. Comment voyez-vous le comportement des États-Unis depuis le 7 octobre comme étant contre-productif par rapport à ce que vous considérez comme nos objectifs à long terme avec l'Iran et le Moyen-Orient? Et pourriez-vous clarifier ce que vous pensez que nos objectifs avec l'Iran devraient être? Notre objectif avec l'Iran au fil du temps devrait être, je pense, double. Premièrement, en tant que politique générale, nous voulons avoir une relation de travail décente avec l'Iran. Nous devrions nous efforcer d'avoir une sorte de relation normale avec l'Iran, pas celle que nous avons aujourd'hui. Et je vais en dire plus à ce sujet dans un instant. Nous voulons également essayer de nous assurer que l'Iran n'obtienne pas une arme nucléaire, parce que nous sommes généralement opposés à la prolifération des armes nucléaires. Malheureusement, notre politique depuis la révolution iranienne a vraiment poussé dans l'autre sens. Nous avons eu une relation très difficile avec l'Iran, et cela n'est pas entièrement lié à Israël. Et bien sûr, l'Iran est récemment passé très près d'obtenir une arme nucléaire. Il n'a pas décidé de réellement armer, mais il a tous les moyens de le faire pour moi, pour des raisons très évidentes. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, la relation entre les États-Unis et l'Iran va être troublée, même si Israël n'existait pas. Mais elle s'est détériorée depuis les années 1990. Il est bon de se rappeler que, par exemple, la cause palestinienne n'était pas un enjeu majeur pour l'Iran dans les années 1980. Ils n'étaient pas vocaux. Ils n'avaient pas beaucoup de liens avec des groupes comme le Hamas ou d'autres groupes de résistance palestiniens. Ils ont décidé de s'impliquer plus activement là-bas après la guerre de 1991-92 et la conférence de paix de Madrid que la première administration Bush a parrainée. La raison pour laquelle ils se sont impliqués plus activement au centre du Moyen-Orient est que nous les avons exclus de cette conférence. Nous avons organisé cette conférence qui allait commencer à élaborer un plan pour réorganiser le Moyen-Orient. Et nous avons dit à l'Iran qu'il n'était pas invité. L'Iran a décidé, je pense de manière assez raisonnable, qu'on ne pouvait pas développer une architecture de sécurité pour toute la région sans prêter attention à leurs intérêts. À ce moment-là, ils ont commencé à tisser des liens plus étroits avec les Palestiniens pour rappeler aux États-Unis et aux autres
qu'il ne pouvait pas être oublié ou exclu. Ce n'est pas qu'ils voulaient détruire Israël ou éliminer tous les Juifs ou quelque chose de ce genre. Ils voulaient que les États-Unis et d'autres prêtent attention à leurs intérêts pendant que nous étions occupés à essayer de remodeler la région. À ce moment-là, la relation a commencé à se détériorer. Et en particulier, le lobby israélien a commencé à s'agiter beaucoup plus et a commencé à cibler l'Iran comme une menace potentielle sérieuse. Il convient également de se rappeler qu'il y a eu plusieurs occasions, sous la présidence de Rafsanjani et de Rouhani, où les Iraniens ont effectivement tendu la main aux États-Unis et ont voulu essayer d'améliorer les relations. Nous en parlons longuement dans notre livre. Chaque fois, des groupes comme l'AIPAC se sont immédiatement mobilisés pour empêcher les Américains de réellement tendre la main et d'établir des liens plus étroits avec l'Iran. Si vous avancez un peu dans le temps, vous avez des efforts sous l'administration de Bush 43, celle de George W. Bush. Ils allaient refaçonner tout le Moyen-Orient, en commençant par l'Irak, puis en passant à l'Iran et à la Syrie. Et bien sûr, l'Iran s'y est opposé. Nous avons également commencé à leur imposer des sanctions de plus en plus sévères, essayant de les empêcher d'enrichir de l'uranium. Rien de tout cela n'a fonctionné. Finalement, l'administration Obama a pu négocier un accord nucléaire avec l'Iran en 2015, où l'Iran a accepté de démanteler un certain nombre de ses centrifugeuses, de renoncer à la plupart de son uranium enrichi et essentiellement de reculer du bord de l'acquisition d'armes nucléaires. L'accord était qu'il ferait cela, ce que nous voulions, et nous commencerions à lever les sanctions économiques, permettant à leur économie de se redresser et de se diriger vers une relation plus normale. Et Donald Trump, dans son infinie folie, a déchiré l'accord quelques années plus tard, ce qui a conduit bien sûr les Iraniens à dire maintenant « Pourquoi devrions-nous renégocier quoi que ce soit avec vous? Nous ne pouvons pas vous faire confiance du tout. Nous avons conclu un accord avec vous et vous l'avez rompu. » Et un autre problème potentiel là-bas. Donc avançons jusqu'à aujourd'hui. L'Iran a été, je pense, gravement touché au cours de l'année dernière environ, avec l'effondrement du régime d'Assad en Syrie et les dommages infligés au Hezbollah. Mais il ne va pas se rendre. Et je pense que ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé des incitations encore plus grandes pour que l'Iran réfléchisse sérieusement à l'acquisition d'armes nucléaires. Et je soupçonne que les durs en Iran font valoir ce point, que vous savez, si nous ne trouvons pas un moyen de nous protéger, nous serons les prochains sur la liste des cibles. Et il est possible que l'administration Trump essaie de conclure un grand accord. Mais vous savez, Donald Trump a nommé un tas de personnes qui sont de véritables faucons de l'Iran. Et il y aura des pressions de la part du lobby et d'autres pour maintenir la pression sur l'Iran. Et si l'Iran décide qu'il doit être comme la Corée du Nord, que le seul moyen d'être en sécurité est de posséder sa propre arme nucléaire, alors Trump et d'autres devront décider s'ils prennent ou non des mesures militaires pour essayer d'empêcher cela. Nous ne pouvons pas éliminer la connaissance de la fabrication d'une arme nucléaire ou la connaissance de l'enrichissement de l'uranium. Nous pourrions être en mesure de retarder cette décision. Mais si nous, ou Israël, ou une combinaison des deux, utilisons la force militaire contre l'Iran, alors tout est possible quant à ce qui se passe dans la région, que l'Iran commence alors à attaquer des installations pétrolières en Arabie Saoudite, etc. Je pense que Donald Trump n'a en réalité aucun désir de s'impliquer dans une grande guerre au Moyen-Orient. Il a vu à quel point cela a bien fonctionné pour certains autres présidents américains, mais il pourrait se retrouver confronté à cette décision à un moment donné dans le futur s'il n'est pas extrêmement prudent. So I want to turn now
Je veux maintenant me tourner vers l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire l'université de Harvard. Je devrais d'abord commencer par dire qu'il y a eu une attaque majeure contre la liberté d'expression sur votre campus que je veux aborder. Mais je veux d'abord revenir en arrière, parce que vous avez documenté les tactiques autoritaires que le lobby israélien utilise pour faire taire ses critiques dans votre livre de 2007. Parmi elles, l'accusation d'antisémitisme et de bigoterie dirigée contre tout Américain qui remet en question le soutien inconditionnel des États-Unis au gouvernement étranger d'Israël. Et si vous êtes juif, comme moi, alors vous êtes qualifié de juif qui se déteste. Mais maintenant, au moins les critiques d'Israël, comme nous en avons parlé, sont beaucoup plus courantes. Mais les tentatives de censurer ces critiques se poursuivent dans des endroits comme les réseaux sociaux, notamment avec la tentative d'interdire l'application TikTok, explicitement parce que cette plateforme permet trop de discours pro-palestiniens. L'effort pour discipliner et censurer la liberté d'expression des citoyens américains au nom d'Israël s'est intensifié depuis le 7 octobre. Je veux vous interroger sur la façon dont cela s'est produit à Harvard. Nous pourrions revenir à octobre, lorsque des étudiants de Harvard ont écrit des lettres en faveur des droits des Palestiniens. Des milliardaires et des membres éminents du conseil d'administration, comme Bill Ackman, ont amené d'énormes camions pour qualifier publiquement ces étudiants d'antisémites. Le lobby pro-Israël a créé des listes noires d'étudiants et de jeunes professionnels pour les rendre inemployables en fonction de leurs opinions sur un gouvernement étranger. Et maintenant, dans le cadre d'un récent règlement juridique, Harvard a adopté la définition radicale de l'antisémitisme de l'Hashara, et ils ont promis de punir les étudiants et le personnel dont les discours correspondent à ce cadre sur le campus. Si vous regardez cette définition, de nombreux arguments avancés par des chercheurs respectés comme vous et Sarah Roy à Harvard tombent en fait sous cette définition de l'Hashara. Par exemple, il est antisémite, selon cette définition, de, je cite, « tenir Israël à un standard différent de tout autre pays démocratique ». Et dans votre livre, vous vous efforcez de ne pas le faire, c'est-à-dire de parler uniquement et exclusivement d'Israël. Et je pense que vous le justifiez correctement par le fait que les États-Unis dépensent des ressources disproportionnées pour Israël, plus que pour tout autre gouvernement étranger. Par conséquent, cette relation spéciale justifie elle-même une attention particulière. Mais dans ce nouveau cadre, c'est antisémite de dire cela ou de faire ces arguments. Que pensez-vous de la répression de la liberté d'expression sur les campus concernant les critiques d'Israël en général et sur votre campus à Harvard en particulier? Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. Je devrais revenir en arrière et rafraîchir ma mémoire quant aux événements précédents. Mais je pense que le comportement de la plupart des universités américaines a été assez honteux ici. Et nous avons perdu de vue la nécessité de préserver un débat aussi ouvert et libre que possible. Je n'ai aucun doute que sur de nombreux campus universitaires, il y a eu des personnes qui ont dit des choses qu'elles n'auraient pas dû dire, vous savez, des deux côtés de cette affaire. Je suis sûr que des étudiants de premier cycle se sont criés des choses qui sont regrettables. Je pense que l'idée selon laquelle les campus universitaires américains, y compris Harvard, sont en quelque sorte des foyers d'antisémitisme est ridicule. Il est remarquable que les personnes qui ont lancé cette accusation à divers moments ne puissent jamais fournir une longue liste de détails pour le documenter. Ils pourraient pointer du doigt une pancarte antisémite affichée quelque part. Mais bien sûr, cela pourrait être affiché par n'importe qui. Ils n'ont pas d'étudiants associés à cela, ni de membres du corps professoral. En fait, si vous regardez le corps professoral d'un endroit comme Harvard, je pense qu'il est majoritairement soit neutre
soient largement favorables à Israël également. L'idée qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté de Harvard qui sont soit anti-israéliens, soit de manière encore plus absurde, antisémites, est tout simplement absurde. Il est donc regrettable que cela ait été instrumentalisé de cette manière. Le danger ici, il me semble, n'est pas que les gens vont être punis pour avoir critiqué Israël. Je ne suis pas inquiet que, vous savez, je sois censuré ou que mon salaire soit réduit ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est vrai pour d'autres membres du corps professoral. La difficulté avec l'adoption de la définition de l'IHRA ou certaines des autres mesures prises par les universités est que vous finissez par encourager l'autocensure. Les gens ne veulent pas être dérangés. Ils craignent que cela puisse affecter leur avancement au sein de l'institution. S'ils souhaitent peut-être diriger un programme, être responsable d'un centre ou devenir doyen un jour, ils réalisent que cela pourrait poser problème s'ils sont trop controversés ou trop francs sur cette question. Certes, les jeunes professeurs seront prudents. Au lieu de favoriser un environnement où les gens remettent en question les choses et peuvent avoir une discussion honnête de part et d'autre, vous avez une situation où les gens marchent sur des œufs parce qu'ils ont peur d'offenser quelqu'un. Ils ne veulent pas être la personne que certains donateurs riches appellent pour se plaindre. Et cela, bien sûr, est complètement antithétique à ce qui est censé se passer dans une université. Ce que nous sommes censés faire dans les universités, c'est avoir des discussions libres, ouvertes et critiques, civiles, non menaçantes, non violentes, sans insultes. Exactement. Mais en fait, des discussions sérieuses. Et ce qui se passait après le 7 octobre était l'un de ces sujets sur lesquels les gens pouvaient avoir des opinions différentes et devraient pouvoir en parler de manière sérieuse, franche et honnête. Ils pourraient ne pas être d'accord, mais c'était suffisamment important pour les États-Unis et pour le monde que vous vouliez pouvoir avoir ce genre de conversation. Je pourrais ajouter, vous savez, que c'était une tragédie humaine des deux côtés. Mais c'était aussi quelque chose que vous vouliez que les étudiants puissent apprendre. C'était, vous savez, je déteste utiliser cette expression, mais c'est un moment propice à l'apprentissage. C'est ce que les universités existent pour faire. Et à cause de la pression extérieure, et parce que les dirigeants universitaires sont très sensibles à ce genre de pression, à la fois politique et financière, ils avaient tendance à céder. Les gens voulaient que le problème disparaisse. Malheureusement, cela signifiait essayer de réduire au silence les gens autant que possible. Et je pense, encore une fois, que c'est un endroit où dans 20 ou 30 ans, nous regarderons en arrière et dirons que c'était un endroit où ces institutions n'ont pas été à la hauteur de leurs idéaux proclamés. Je veux poser des questions sur certains détails parce que je ne peux vraiment pas penser à un autre gouvernement étranger où il y a des limites dans les universités sur la façon dont vous êtes autorisé à le critiquer et sur les choses que vous êtes autorisé à dire à propos de ce pays. Et je vais donner un exemple parce que nous parlions justement de l'Iran et vous travaillez à l'école de politique étrangère là-bas. Je parie que tout le temps, les gens parlent de bombarder l'Iran, des millions ou des milliers de personnes qui seraient tuées en faisant cela. Je suppose qui s'en soucie dans ce cas. Mais vous êtes autorisé à faire cet argument. On pourrait dire que nous devrions bombarder l'Iran ou la Corée du Nord. Nous devrions imposer ces sanctions au Venezuela, qui tue 40 000 personnes. Vous pouvez faire ces arguments. Tout cela est permis. Mais quand il s'agit d'Israël, ou même dans les cas les plus extrêmes, de justifier ou d'approuver ce que le Hamas a fait le 7 octobre, personnellement, je ne vois aucune raison pour laquelle cela devrait être hors limite pour le débat. Surtout dans une université.
car vous êtes autorisé à faire des arguments là-bas sur n'importe quel autre pays ou groupe que vous voulez bombarder. Donc, Eh bien, je veux dire, je pense que vous faites référence à des situations classiques de l'orthodoxie en politique étrangère, où ce que nous pensons devoir faire est parfaitement acceptable et peut être discuté. Et si quelqu'un d'autre essaye d'agir de manière similaire ou de répondre de la même manière, c'est totalement illégitime. Et les universités ne sont pas à l'abri de ce genre de sagesse conventionnelle, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas très prudent, il est très facile de tomber dans ce piège. Et c'est l'une des choses que, encore une fois, les valeurs d'une bonne institution académique devraient être de repousser cela, d'être plus accueillante envers les personnes qui disent « Attendez une seconde, tenez bon ». Il y a un double standard qui est appliqué ici, où, vous savez, vous dites toutes ces choses. Mais prenez du recul et réfléchissez un instant à ce que vous dites. Vous dites que c'est tellement important d'atteindre cet objectif que vous êtes prêt à tuer 50 000 personnes pour y parvenir. Acceptez simplement cela. Et c'est ce que nous devrions encourager dans un environnement comme Harvard ou toute autre université, plutôt que de simplement hocher la tête et dire « Eh bien, j'ai entendu beaucoup de personnes célèbres avec de l'expérience gouvernementale dire cela. Donc je suppose que ça doit être acceptable. » Et encore une fois, aucun de nous n'est parfait. Les gens ont tendance à se conformer aux ensembles d'idées dominantes, etc. Mais la culture d'une université, du moins à mon avis, devrait essayer de remettre cela en question autant que possible. J'ai une dernière question, et elle concerne quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui. Il s'agit de l'Ukraine. Juste pour donner un bref contexte aux auditeurs. Je pense qu'il est important de mentionner que je ne pense pas qu'il soit juste de dire que le conflit a commencé en février 2022. Peut-être serez-vous d'accord. Je pense qu'il a vraiment commencé en février 2014, lorsque les États-Unis ont forcé le président élu, Yanukovych, à fuir le pays, déclenchant un mouvement séparatiste à l'Est, qui a ensuite été violemment réprimé par le gouvernement ukrainien, qui a été choisi par des personnes comme Victoria Nuland. Et cela a dégénéré en une guerre civile entre Ukrainiens dans l'Est, qui est ensuite devenue une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN, après l'invasion illégale de la Russie en février 2022. Mais les négociations pour mettre fin à ce conflit sont enfin en cours, et il semble que l'Ukraine conservera moins de territoire que si Zelensky avait signé un accord d'Ankara en mars 2022, qui aurait mis fin à la guerre il y a un an. Vous êtes quelqu'un comme John Mearsheimer, comme Feu Stephen F. Cohen, qui a mis en garde contre l'expansion de l'OTAN pendant de nombreuses années et a cherché une résolution diplomatique à ce conflit et une relation moins hostile entre notre pays et la Russie en général. Les dernières nouvelles sur les négociations indiquent que Trump et Zelensky sont parvenus à un accord sur les minéraux, Trump excluant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, remarquant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est probablement ce qui a causé la guerre en premier lieu. En fin de compte, nous avons fait exactement ce que des personnes comme John Mearsheimer et vous-même aviez dit qu'il se passerait. Nous avons conduit l'Ukraine sur le chemin de la perdition. Nous avons sacrifié une génération d'hommes ukrainiens et russes pour savoir qui gouverne les provinces orientales de ce pays. Et nous avons complètement détruit l'Ukraine avec des mines, des munitions à fragmentation et d'autres munitions non explosées qui jonchent encore la campagne aujourd'hui. Et maintenant, nous allons également prendre leurs minéraux. Que pensez-vous des négociations de paix en cours et de la façon dont cette guerre se résout?
Eh bien, plusieurs choses. Je pourrais ne pas être entièrement d'accord avec vous sur certains aspects du récit historique, mais il y a des détails que je pense être plus compliqués que ce que vous venez de décrire. Mais certainement, vous savez, des gens comme moi ont averti depuis longtemps que la politique américaine envers l'Europe et envers la Russie allait finalement provoquer une sorte d'explosion, une sorte de réponse russe. Et nous l'avons finalement vu se produire en Ukraine à partir de 2014, puis de manière plus visible et active en 2022. Et je comprends, je pense, pourquoi la Russie a agi comme elle l'a fait. Je pense aussi qu'envahir un autre pays n'est pas légal. Ce n'était pas légal quand nous l'avons fait en 2003 et ce n'était pas légal quand la Russie l'a fait en 2022. Cela dit, je crois que l'administration Harris, si nous en avions eu une, aurait cherché à essayer de conclure un accord de paix également. Je pense que Biden n'allait pas le faire et n'allait certainement pas admettre qu'il irait là-bas. Mais je pense que presque tout le monde qui avait examiné attentivement la situation en Ukraine l'automne dernier comprenait que mettre fin à la guerre était la meilleure chose à faire, qu'il était complètement irréaliste d'imaginer que l'Ukraine pourrait regagner le territoire qu'elle a perdu, qu'elle ne pourrait certainement pas regagner la Crimée, et que les rêves de traduire Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale pour des procès pour crimes de guerre ou autres étaient complètement fantaisistes. Par conséquent, la seule chose à faire était de négocier un accord de paix. Maintenant, la façon dont vous faites cela est importante. Et je pense que nous voulions un arrangement qui serait le meilleur possible. Et il ne m'est pas évident que c'est ce que l'administration Trump essaie de faire du tout. La difficulté est qu'ils donnent en quelque sorte à Poutine ce qu'il veut, sans demander ce qu'ils vont obtenir en retour. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de négocier. Ce qui doit se passer ici, c'est un arrangement que ni l'Ukraine ni la Russie ne souhaitent modifier ou contester à l'avenir. Cela signifie fournir à l'Ukraine suffisamment de moyens, suffisamment d'assistance en matière de sécurité, pour qu'elle se sente raisonnablement en sécurité et puisse se défendre contre une reprise de la guerre par la Russie. Mais cela signifie aussi rassurer la Russie que quelles que soient leurs craintes concernant l'Ukraine, l'élargissement de l'OTAN, une tentative d'intégrer l'Ukraine dans l'Alliance occidentale, une tentative de renforcer l'armée ukrainienne, d'avoir des forces américaines, des conseillers et des services de renseignement activement impliqués en Ukraine sont pris en compte. Quoi qu'il en soit, ils doivent également être respectés. De plus, en termes plus larges, un ordre de sécurité en Europe devrait être développé, de manière à ne pas mettre la Russie dans une position où elle se sentirait constamment menacée et devrait constamment essayer de saper cet ordre. C'est quelque chose que les Américains ne veulent pas entendre en ce moment, parce que nous avons décidé que la Russie est simplement intrinsèquement mauvaise et que Poutine est un impérialiste qui veut recréer l'ancienne Union soviétique et qu'ils n'ont aucune crainte légitime en matière de sécurité. Ce qui, encore une fois, je pense est une erreur. Cela ne signifie pas que nous devons tout céder. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas essayer d'aider l'Europe à développer les moyens de se sentir en sécurité également. Mais cela signifie pouvoir avoir une conversation plus honnête et franche sur la façon dont nous en sommes arrivés là et sur la manière appropriée de s'en sortir à l'avenir. Je veux ajouter un autre point, cependant, car il rejoint notre conversation précédente sur le Moyen-Orient. Ce qui m'a vraiment frappé dans la situation en Ukraine, c'est qu'à certains égards, elle reflétait ce qui se passe lorsque nous parlons d'Israël-Palestine. Lorsque la guerre a commencé, il est devenu presque impossible de suggérer que les États-Unis ou leurs alliés avaient fait quelque chose de mal à un moment donné, que l'autre camp était entièrement mauvais.
C'était entièrement de leur faute. Ils ne réagissaient pas à des choses que nous avions faites. Ils avaient juste décidé de faire cette chose horrible. Et si vous suggériez que ce n'était peut-être pas le cas, que nous avions peut-être joué un rôle dans la cause de cela, que dans une plus large mesure, nous étions autant à blâmer que la Russie. Oui, Poutine est responsable de la guerre, mais nous ne sommes pas irréprochables. Si vous disiez même cela, vous étiez immédiatement attaqué pour être sympathique à Poutine, pour être un conciliateur, pour être anti-ukrainien. Et encore une fois, ce n'était pas un ensemble d'arguments sérieux. C'était des gens qui essayaient juste de faire taire tout le monde, de les tenir à l'écart des pages d'opinion et d'empêcher les gens de réfléchir sérieusement à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là. Et expliquer pourquoi quelque chose s'est produit n'est pas nécessairement le défendre ou le justifier. Expliquer pourquoi la Russie a fait ce qu'elle a fait ne signifie pas que nous pensons que ce que la Russie a fait était très bien. Bien au contraire. Mais si vous ne comprenez pas comment vous êtes entré dans un problème, il est généralement beaucoup plus difficile d'en sortir. Et je pense que la seule chose pour laquelle je donnerais crédit à Donald Trump sur ce point est sa volonté de reconnaître en quelque sorte que cette guerre devait se terminer et qu'elle allait devoir se terminer par un compromis. Je crains que son désir d'un accord ne conduise à un résultat moins qu'idéal, pire que ce que nous aurions pu obtenir autrement. Et nous devrons voir si mes craintes se confirment ou non. Eh bien, professeur, c'était vraiment un privilège d'avoir l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui. Cela signifie vraiment beaucoup, et j'espère que nous pourrons parler à nouveau bientôt. D'accord. C'était agréable de parler avec vous aussi.